Nous allons commencer cette table ronde. Merci de prendre place parce que, comme d'habitude, les questions d'actualité à 15 heures et puis des semaines très courtes et triquées. Et donc, d'habitude, on fait 3 commissions par semaine. Là, on est réduit à une. Bien, mes chers collègues, donc, une nouvelle vague d'élargissement d'ici à 2030 est une perspective qui est très réaliste. C'est ce qui était dit par Madame Marta Kos, la commissaire européenne à l'élargissement, lors d'un entretien avec des journalistes le 16 avril dernier. Comme vous le savez, 9 pays ont aujourd'hui officiellement le statut de pays candidat pour rejoindre l'Union européenne. Je les cite, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, la Turquie et enfin les 5 pays des Balkans occidentaux, à savoir la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine. J'ajoute que le Conseil reste par ailleurs saisi de la demande d'adhésion du Kosovo, et ça depuis décembre 2022. Tous les pays ayant le statut de candidat n'en sont toutefois pas au même stade. Certaines négociations sont même au point mort, comme c'est le cas bien sûr pour la Turquie, vous le savez, mais aussi pour la Géorgie, dont le processus d'adhésion a été interrompu en 2024. Les autorités géorgiennes ont décidé de suspendre le processus d'adhésion, en tout cas jusqu'en 2028. Je dirais que dans le contexte actuel, ça nous arrange. On ne peut pas dire que les évolutions récentes de la situation en Géorgie laissent augurer d'une reprise rapide du processus d'adhésion. En revanche, l'Albanie et le Monténégro semblent aujourd'hui les plus avancés, tandis que l'Ukraine, candidate depuis juin 2022, pourrait intégrer l'Union européenne avant 2030, selon les propos d'Ursula von der Leyen. Une Union européenne à 30 membres pour 2030, voire 33 ou 36 à plus long terme, voilà qui soulève aujourd'hui de nombreuses interrogations, voire des inquiétudes. Parmi les nombreux sujets sur la table, il y a bien sûr la question budgétaire, alors que cet élargissement pourrait intervenir au cours du cadre financier pluriannuel 2028-2034. D'ailleurs, la question budgétaire, même sans l'élargissement, est un vrai sujet. Combien coûtera cet élargissement? Qui le prendra en charge? Quel impact aura-t-il sur la politique de cohésion alors que les pays candidats ont un PIB par habitant inférieur à celui de la Bulgarie, qui est le pays le plus pauvre de l'Union? La PAC, la politique agricole commune, pourrait-elle survivre à l'entrée de l'Ukraine, qui est la grande puissance agricole par sa taille et par la richesse de ses terres? Comment concrètement préparer le budget européen à ce défi? Même en Estonie, d'où nous revenons, pays qui soutient l'Ukraine avec une grande vigueur, nous avons pu constater que l'éventuel accès de l'Ukraine à la PAC est source de débat et de réflexion, même dans ce petit pays. Toutes ces questions, pourtant cruciales, sont malheureusement fréquemment escamotées par la Commission européenne. Son discours se limite bien souvent à répéter que l'élargissement est un investissement stratégique ou bien un impératif géopolitique, et alors même que tout projet législatif européen s'accompagne d'une étude d'impact, il n'y en a actuellement aucune étude d'impact officielle qui est fournie par la Commission sur l'élargissement. Le débat dans ces conditions ne peut être satisfaisant. C'est donc tout l'intérêt de la table ronde d'aujourd'hui qui vise à nourrir nos réflexions, bien sûr, sur les conséquences budgétaires d'un élargissement avant la présentation début juillet de la proposition de la Commission européenne sur le prochain cadre financier pluriannuel. Nous entendrons également, conjointement avec l'Assemblée nationale, dans un format rassemblant les commissions des affaires européennes et les commissions des finances, le commissaire en charge du budget, le jeudi 22 mai, le matin. Ce midi, nous accueillons donc 2 chercheuses, Mme Eulalia Rubio, que nous connaissons, de l'Institut Jacques Delors, et Mme Elsa Régnier, de l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Madame Rubio, vous avez publié en janvier 2025 une étude commandée par la Commission des budgets du Parlement européen, intitulée « Adapter le budget de l'Union européenne aux défis des futurs élargissements ». Tous scénarios confondus, vous concluez à un coût non négligeable, mais maîtrisable, d'un élargissement de l'Union européenne. L'impact serait cependant disparate selon les États membres, certains pouvant perdre jusqu'à 20%, dites-vous, de leur fonds de politique de cohésion. Nous avions la semaine dernière une table ronde sur la politique de cohésion et ses perspectives qui commencent à inquiéter notamment les régions. Vous proposez dès lors des pistes de réforme pour atténuer le choc, comme celle de relever le plafond des dotations nationales de la politique de cohésion
ou d'instaurer une période transitoire pour l'accès des nouveaux États membres à la PAC. Madame Régnier, vous avez publié en juin 2024 pour l'IDRI une étude de présentation du secteur agricole ukrainien et de ses enjeux en vue d'un éventuel élargissement. Vous y rappelez les spécificités de l'agriculture ukrainienne, caractérisée par une pluralité de modèles d'exploitation. Vous insistez sur le tournant agricole européen pris par l'Ukraine, enclenché avec l'accord d'association de 2014 et qui viendrait s'amplifier avec l'élargissement. Pour l'agriculture ukrainienne, une adhésion du pays constituerait un défi de taille, et c'est le cas de le dire, tout en matière de mise aux normes européennes qu'en matière de gestion administrative des fonds. Pour l'Union européenne, une intégration de l'Ukraine mettrait sous pression la PAC et serait, selon vous, un probable déclencheur d'une réforme d'ampleur de cette politique. Avant de vous laisser présenter plus en détail vos travaux pour une dizaine de minutes environ chacune, je souhaiterais formuler une observation sur la PAC. Tout le monde ici se souvient de la colère de nombreux agriculteurs européens, notamment polonais, face à l'afflux, après 2022, de produits ukrainiens exonérés de droits de douane. Il s'agit là d'un sujet explosif dont nous avons réentendu parler au Salon de l'agriculture récemment et dont je sais très bien que les agriculteurs nous regardent puisque nous sommes filmés et j'ai eu des messages déjà hier sur le fait qu'il y avait une table ronde et que les oppositions sur les propositions de la Commission à ces sujets ne sont pas satisfaisantes. Sans modification des règles, une intégration à court terme de l'Ukraine à la PAC pourrait être encore plus inflammable. Après le plombier polonais des années 2000, l'agriculteur ukrainien pourrait bien être le nouvel épouvantail brandi par les anti-européens. Madame Rubio, je vous cède la parole pour une présentation des conclusions de votre étude, puis ensuite nous passerons à Madame Régnier. Donc je dis à peu près 10 minutes chacune pour qu'on laisse vraiment l'échange avec nos collègues. Parfait. Merci beaucoup, M. Rapin. Merci beaucoup tout le monde pour cette invitation. Effectivement, c'est un sujet qui est au débat, mais que, comme vous le dites, il n'y a pas encore une étude de la Commission qui met en clair les nombres. C'est qu'on a essayé, nous, de faire avec cette étude pour le Parlement européen. Ce n'était pas le seul. Il y a eu d'autres études qui ont apparu aussi en même temps. Et donc, en lieu de vous expliquer en détail tous nos chiffres, je serai bien sûr ouverte à toute question. Moi, j'aimerais bien, et c'est ce que j'essaie de faire chaque fois qu'il me demande de présenter l'étude, de me centrer sur 4-5 choses qu'on a prises en faisant cette étude. 4-5 idées, conclusions générales, et que je pense que c'est important parce que parfois ils vont pas dans la direction qu'on voit les débats. En fait, ils sont un peu contre-intuitifs par rapport au débat actuel. Une des idées que c'est important de passer, c'est qu'il n'y a rien d'automatique quand on veut estimer le coût budgétaire de l'élargissement. Ce n'est pas du tout facile, en fait. Et parfois, dans le débat actuel, ça semble que c'est une chose presque automatique. C'est-à-dire, on met dans une espèce de machine les États candidats, leurs critères, leurs caractéristiques, il y en a les coûts budgétaires. C'est loin de soi pour beaucoup de raisons. C'est très difficile. Il y a beaucoup de politique dans la traduction en élargissement en coût budgétaire. Pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord parce qu'en fait, il y a une partie de coûts budgétaires ou de dépenses européennes qui sont préallouées, mais il y a une partie qui n'est pas préallouée. Donc déjà, la partie pas préallouée, il n'y a pas de règles sur comment on doit l'adapter en cas d'élargissement. La Commission, dans le passé, elle a toujours proposé une augmentation en fonction de l'augmentation de PIB, de population, mais c'est acquis nulle part, et après, ça devient un sujet de négociation. Et normalement, ça baisse dans la négociation. Deuxièmement, la partie préallouée, donc la PAC et la cohésion, alors que pour la politique cohésion, on a des règles assez claires de combien un État, en fonction de ses critères objectifs, PIB, population, recevra par rapport aux règles actuelles. Pour la PAC, ce n'est pas du tout le cas en fait. Et dans chaque élargissement, et Elsa pourra vous l'expliquer peut-être mieux, on a dû adapter, on a dû décider, on a dû prendre une décision d'abord que c'est combien de montants par hectare agricole on va donner au prochain État membre, parce qu'il n'y a pas une règle objective pour chiffrer ça. Troisièmement, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura cet élargissement. Et ça, c'est super important, parce qu'en fait, les règles d'éligibilité, même s'il y a beaucoup de résistance au changement, ça change un peu d'une période à l'autre. Et dans ces cas-là, je dirais qu'on est encore plus dans l'obscurité ou dans l'incertitude que dans l'élargissement passé à l'Europe de l'Est.
On disait tout à l'heure que la Commission n'a pas fait des études d'impact, mais la Commission, la première fois qu'il a fait des études d'impact pour l'élargissement de l'Est, c'était l'agenda 2000, on était plus avancé dans la négociation déjà. On avait plus de clarté, qu'il y avait, il y avait déjà plus de consensus politique, et on était plus clair, donc il y avait... qu'il était largement allé arriver. Donc ça, ce n'est pas du tout le cas. Et quatrième point important pour l'Ukraine, c'est les critères de l'éligibilité qu'on applique à chaque pays, les critères qu'on utilise pour savoir combien d'argent ils vont recevoir, peut changer aussi. Dans le cas de l'Ukraine, c'est clair, on ne sait pas quelle Ukraine va entrer. Déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va rentrer dans l'Union européenne, mais on ne sait pas quelle extension elle aura, quelle population elle aura. Donc, il y a des études qui font différents scénarios. Ils font 20% de réduction de population de territoire pour ajuster les coûts. Donc, ça, c'est la première chose. Les règles déterminant l'allocation de fonds ne sont pas claires. Et donc, les coûts budgétaires, et donc je peux vous présenter un peu nos scénarios, dépendent beaucoup de présomptions qu'on prend, méthodologiques. Donc, dans notre cas, et donc je vais faire un excursus un peu de nos chiffres, dans notre cas, on a pris une décision que c'est, on a pris quelques présomptions très différentes de présomptions qu'ils ont pris d'autres études, que c'est d'intégrer les choix politiques qui avaient été faits dans les précédents élargissements. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Une présomption qu'on a prise très forte, c'est de plafonner la PAC, de plafonner les piliers de la PAC. On s'est dit, c'est irréaliste d'imaginer que dans un élargissement futur, on laisse les plafonds ouverts et on ajoute les coûts de la PAC, bien qu'on est tous très... on sait tous, comme c'est sensible, réduire les allocations de la PAC, on sait aussi que c'est très très difficile d'imaginer une augmentation. Or, si on laisse les plafonds ouverts, ce qui nous disent les autres études qui ont été faites, c'est que le budget de la PAC pourrait augmenter 20-25%. Donc, dans les contextes actuels, vous l'avez dit, dans les contextes actuels de cadre financier pluriannuel, la négociation actuelle, c'est irréaliste d'imaginer que ça arrivera. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris cette présomption de plafonner la PAC en termes réels et voir qu'est-ce qui se passe. Et aussi parce que ça a été la chose qui avait été faite lors de l'élargissement précédent. Donc, on a d'abord commencé la négociation sur la présomption que ces États n'auraient pas accès au paiement direct. Ensuite, eux, ils ont eu accès avec une période transitoire, mais en plus de mettre les périodes transitoires, il y a eu cet accord franco-allemand de dire on va rester avec une PAC à niveau réel, en fait. Donc, on va augmenter les budgets de la PAC à partir de 2006, de manière que ça soit maintenu en termes réels par rapport au budget 2006, non, à partir de 2007. Donc, il y a eu cette décision. Donc, on a appliqué la même décision. Et c'est pour ça qu'on a des chiffres très différents d'autres études qui ont été faites, notamment parce que le budget PAC, dans notre cas, en termes global, ça n'augmente pas. Ça reste, au moins les piliers 2, ça augmente. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième idée, et j'ai touché un peu déjà cette question, c'est cette idée fixe que tout élargissement entraîne une augmentation du budget européen. Ça n'est pas du tout vrai si on regarde les vagues d'élargissement précédentes. Donc ça a été le cas pour les premiers élargissements. Ça a été notamment le cas pour l'élargissement vers la péninsule ibérique, parce qu'il y a eu un choix politique d'augmenter beaucoup la politique de cohésion à ce moment-là, et ça a entraîné une augmentation du budget, mais ça n'a pas du tout été le cas pour la dernière vague d'élargissement vers l'Est. Le budget, à ce moment-là, on avait déjà une forte opposition des États contributeurs nets à augmenter le budget au-delà de 1% de PIB, de revenu national brut, et c'est resté comme ça. Alors, la chose qui le trompe d'œil, entre guillemets, c'est qu'une chose, c'est le budget en termes absolus, et une chose, c'est le budget en termes relatifs, en fait, la taille relative du budget. Et bien sûr, c'est assez évident que s'il y a plus d'États qui contribuent, les budgets en termes de taille absolue augmentent, parce qu'il y a plus de contributeurs. Mais si on le compare en termes relatifs, en pourcentage de revenu national brut, c'est tout à fait possible qu'un élargissement n'entraîne pas une augmentation du budget. C'est assez possible qu'on reste dans les 1%. Et ça, d'ailleurs, c'est une autre présomption qu'on a prise dans notre étude. On a dit, le budget, on part de la présomption que le budget va être resté à 1%. Oui. Dans le raisonnement que vous exprimez là, j'essaye de réfléchir en même temps. Vous dites que le budget, effectivement, n'augmente pas, mais à ce moment-là, si vous avez des États membres, notamment plus petits, qui rentrent et qui augmentent le budget, mais qui bénéficient de l'accès aux services européens, on va avoir, de la part des contributeurs nets, une aggravation de leur contribution. J'y arrive. L'autre chose à tenir en compte, et ça c'est le troisième enseignement qu'on a pris en faisant cette étude, c'est que c'est très différent
l'impact d'un élargissement pour la PAC que pour la politique cohésion. N'a rien à voir. On a tendance à penser que c'est la même chose. De pays pauvres, agricoles arrivent, donc il y aura automatiquement une pression à augmenter le budget de deux grandes politiques. Alors que c'est assez différent. Et pourquoi c'est assez différent? Parce que les règles d'éligibilité, les règles qu'on applique dans les deux politiques sont très différentes. Et notamment ce qu'on a sur la politique cohésion, qu'on sous-estime, en fait, c'est cette règle de plafond, en fait, règle qui plafonne à chaque État le montant de fonds de cohésion qu'il peut recevoir par rapport à son PIB. Qu'est-ce qui se passe? Que ces États, que vous dites, sont très très pauvres en termes de PIB par capita, mais en fait, en volume total de PIB sont très petites. La totalité de ces 9 États candidats, ils sont équivalents à peu près au PIB de la Roumanie, plus 10%. En fait, c'est très petit. Donc même l'Ukraine, c'est moins de la moitié que le PIB de la Roumanie, même si par extension sont très importants. En termes absolus, le PIB, c'est très petit. Et étant donné qu'eux, ils peuvent juste avoir accès, en fait, le montant maximal qu'elles peuvent recevoir en politique de fonds de cohésion, c'est 2,3% de son PIB, automatiquement, ça limite beaucoup les transferts en politique de cohésion qu'ils auront. C'est pour ça que dans toutes les estimations, ou dans la plupart des estimations, et je vais revenir sur ce point, vous allez voir que le grand impact vient de la PAC, il ne vient pas de la politique de cohésion. Parce qu'il y a cette règle automatique qui limite beaucoup l'accès qu'ils ont aux fonds de cohésion. Ça, c'est une règle qui s'est mise pas pour éviter que les États nouveaux reçoivent beaucoup d'argent, c'est la règle d'absorption en fait. On s'est dit que plus de 2,3% du PIB pour un pays pauvre, c'est difficile à absorber, à mettre en place, à utiliser. Mais cette règle, elle a cet impact pas intentionnel, mais qui est important. Alors que pour la PAC, on n'a pas cette règle en fait. On n'a pas une limite de montant qu'un État peut recevoir. Et alors, bien sûr, à plus d'extension agricole, donc théoriquement, si on ne donne pas moins d'euros par hectare, donc ils recevront beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est l'autre enseignement important qui n'est pas dans les débats en fait. C'est très différent l'impact sur la politique cohésion que l'impact sur la PAC. La politique cohésion, pour le dire d'une façon simple, on ne devrait presque rien changer s'il y a un grand élargissement, parce que ça fonctionne très bien, entre guillemets, parce qu'il a cette capacité à limiter. La seule chose qui se passe, c'est l'effet statistique. Comme vous l'avez dit déjà, donc qu'est-ce qui se passe avec la politique cohésion? C'est que les régions et les États reçoivent, ça dépend de son PIB par capita par rapport à la moyenne européenne. Et donc, si on a une baisse de la moyenne européenne, ça peut entraîner un changement de catégorie. Il y a des régions qui peuvent passer à être de moins développées en transition, ou en transition à plus développées. Ça arrive avec tous les élargissements. On l'a eu dans le passé, on l'aura dans les prochaines. Dans nos études, ce qu'on a observé, c'est que si on fait un élargissement petit, le Big Bang avec le Balkan, la baisse de la moyenne européenne, c'est juste de 2,7%. C'est vraiment très, très bas. Et il y a quelques effets statistiques, mais juste dans notre cas, dans nos estimations, c'était juste 2 pays qui avaient cet effet statistique. Alors, les pays qui ont l'effet statistique, c'est un effet très gros, parce que ça, pour ces pays, c'est 20% de réduction de l'allocation en politique de cohésion. Mais c'est limité à 2 pays. Dans le cas d'un Big Bang, alors la baisse est plus importante, c'est 10% de réduction de PIB par capita. Et là, il y aurait 5-6 pays touchés. Pas la France, mais il y a des pays comme l'Espagne qui seraient touchés, par exemple. Ça, c'est pour la politique de cohésion. Mais pour l'effet statistique, je dirais, on sait quoi faire, parce qu'on l'a fait déjà dans le passé. On a ce système de phasing, phase-out. On peut permettre aux États de garder la catégorie qu'ils avaient auparavant pendant quelques années, lorsque le temps qu'ils s'habituent à la nouvelle catégorie. Donc, ce n'est pas un grand enjeu. Le grand enjeu, c'est pour la PAC, qu'est-ce qu'on fait, parce que là, et surtout s'il y a l'élargissement vers l'Ukraine, bien sûr, parce que les Balkans, je répète, donc c'est pas très important l'impact sur les Balkans. Donc ça, c'est peut-être la quatrième chose à dire, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je ne contrôle pas. D'accord. C'est l'incertitude, en fait. Je le disais tout au début, on est dans une étape d'énorme incertitude, pas que sur l'élargissement, sur toutes les choses, mais l'élargissement en plus, et avec la situation de l'Ukraine encore plus. Et donc, peut-être un enjeu précis pour cet élargissement, c'est s'adapter à différents scénarios possibles, parce que ça peut être un grand élargissement, un petit élargissement. Ce qu'on sait déjà par rapport au passé, c'est que probablement ça va être un élargissement, c'est que les experts en élargissement appellent un système type regatta. Donc chaque État va arriver un jour à une année différente. Non? On peut pas, nous, on a fait des estimations de Big Bang, Small Bang, mais ce n'est pas réaliste en fait.
ce n'est pas réaliste. Donc, il faut s'adapter, il faut se préparer probablement à des élargissements graduels qui arrivent peu à peu. Et ça va être très, très différent si on a l'Ukraine ou on n'a pas l'Ukraine en 2030. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est très irréaliste de toute manière, même si la commissaire le dit, parce que vous savez qu'il y a une succession de veto points avant qu'un État entre. Mais pour les budgets, il faudra mettre quelque chose en place si ça arrive. Donc, s'il n'y a que quelques États petits, c'est très facile. En fait, les Monténégro, on avait estimé que les coûts, c'est équivalent à 0,16 milliards en total pour tout l'MFF, tous les cadres financiers pluriannuels. Donc, c'est rien. On peut les couvrir avec des marges budgétaires. Le seul problème, ou la seule question, c'est qu'il y a aujourd'hui un article dans le règlement du cadre financier pluriannuel qui oblige à réouvrir le cadre financier pluriannuel en cas d'accession. Et donc, nous, ce qu'on proposait, c'est de revoir cet article, parce que si c'est une petite accession d'un petit pays, ça ne vaut pas la peine de réouvrir toute la négociation, peut-être donc permettre une accession s'il y a de petites montants. S'il y a l'Ukraine, alors deux choses possibles. Une chose, c'est si on le sait avant la fin de la négociation du cadre financier pluriannuel, peut-être aller vers un cadre financier pluriannuel à 5 années. Ça nous permettrait d'adapter l'entrée de l'Ukraine à partir de 2032. L'autre option, c'est fait comme avec l'agenda 2000, donc fait une estimation claire de coûts et fait une réserve qu'on mettrait à côté du cadre financier pluriannuel qui serait activée à majorité qualifiée au Conseil en lieu d'activer à l'unanimité. Ça serait plus facile de intégrer. Et voilà, je m'arrête ici. Merci. Madame Régnier, la PAC, vous êtes amenée sur un plateau, là, donc on vous écoute sur votre expertise. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de venir discuter et échanger sur l'étude qu'on a produite l'année dernière avec Aurélie Catalo. Je vais structurer mon propos autour de 3 parties. Je vais commencer sur le secteur agricole ukrainien et rappeler l'importance du secteur agricole pour ce pays. Puis, dans une deuxième partie, je présenterai un peu la structure des échanges entre l'Ukraine et l'Union européenne pour en venir à la fin sur la partie qui nous intéresse, à savoir quelles pourraient être les conséquences pour la PAC. Question déjà abordée un peu par Eulalia Rubio, on ira un peu plus loin et je montrerai encore les tensions et les incertitudes qu'elle a déjà soulignées. Donc déjà pour rappeler l'importance du secteur agricole pour l'Ukraine en 2021, donc je vais donner des chiffres avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Le secteur agricole, c'était 10% du PIB. À titre de comparaison, en France et à l'échelle européenne, c'est 1,6%, donc c'est majeur. C'est 15% des emplois et 40% des exports. Donc c'est, en termes de devises étrangères, c'est via le secteur agricole que l'Ukraine a la meilleure balance commerciale. Donc ça, c'était pour un peu poser ça. Maintenant, en termes de structure agricole, comme vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire, ce qu'on montre dans l'étude, c'est qu'en fait, l'agriculture ukrainienne, elle est plurielle. On a souvent en tête l'image des agribusiness. En fait, c'est un peu plus compliqué de ça. À l'image de nombreux pays d'ex-Union soviétique, l'agriculture ukrainienne pourrait être qualifiée de duale. On a d'une part des micro-fermes de semi-subsistance qui font de quelques arts à quelques hectares et elles assurent quand même 32% de la production agricole du pays. Et ça va être principalement des fruits, des légumes, ça va être vraiment pour la subsistance au quotidien. Et donc cette production-là, c'est pour l'autoconsommation et aussi la vente sur les marchés. En parallèle, on a à peu près 40 000 entreprises. C'est assez dur d'avoir des chiffres exacts. Les statistiques ukrainiennes sont un peu différentes de nos statistiques, mais on a à peu près 40 000 entreprises. Et là, dans ces entreprises, il faut distinguer les entreprises familiales, qui vont être entre 50 et 100 hectares et qui vont un peu s'approcher du modèle français, des très grosses entreprises qu'on a qualifiées d'entreprises capitalistes, qui peuvent faire plusieurs milliers d'hectares, voire plusieurs centaines de milliers d'hectares. Et là, il y aurait encore quelques différences, mais on ne va pas rentrer dans ces détails ici, je ne pense pas que ce soit si important. Mais donc ces entreprises agricoles-là, ces entreprises commerciales, elles se sont spécialisées vers l'exportation de matières agricoles brutes, principalement des céréales et des oléagineux à faibles valeurs ajoutées. Donc ce ne sont pas des matières transformées et c'est juste que l'Ukraine produit beaucoup de volume, donc voilà, de produits comme ça. Le secteur agricole, il a été durement touché par la guerre et continue de l'être par plusieurs niveaux. Déjà, il y a les terres qui sont détruites, qui sont bombardées, qui sont minées ou qui sont occupées par la Russie. Donc il y a 25% de la surface agricole ukrainienne aujourd'hui qui ne peut pas être utilisée pour la production, pour ces différentes raisons. Il y a les machines agricoles aussi qui sont touchées, les entrepôts de stockage, les barrages aussi, toutes ces structures sont détruites. La force de travail aussi, qu'elle soit tuée ou mobilisée pour la guerre ou qu'elle ait dû fuir le pays. Donc tout ça fait qu'il y a des pertes et dommages qui sont estimés environ à 80 milliards de dollars. Il y a aussi des problèmes d'exportation des matières. Avant
90% des matières agricoles exportées de l'été par les ports de la mer Noire, et donc il y a eu ce blocus des ports de la mer Noire en 2022. Donc maintenant, il y a de nouveau des exportations, mais les coûts logistiques ont beaucoup augmenté, et puis tous les ports ne sont pas accessibles. Donc voilà, donc c'est un secteur qui a été beaucoup endommagé par la guerre, et les besoins de reconstruction sont estimés par la Banque mondiale à 56 milliards de dollars sur 10 ans. Donc c'est quand même non négligeable. Maintenant, pour en venir à ma deuxième partie sur les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne, donc elles sont encadrées, comme vous l'avez dit, par l'accord d'association qui a été ratifié en 2014 et qui met en place une zone de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne, qui abaisse les droits de douane, voire les supprime pour tout un ensemble de produits, avec des contingents tarifaires pour les produits les plus sensibles comme le blé ou la volaille, et qui met en place un alignement progressif des normes sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires de l'Ukraine sur les standards européens. Donc depuis 2022, ces droits de douane ont été totalement levés dans une politique de solidarité avec l'Ukraine. Donc il n'y a plus de droits de douane en 2022. Une mesure temporaire qui a été prolongée en 2023, puis en 2024, ça a été adopté, mais avec cette fois-ci quelques clauses de sauvegarde lorsque les volumes devenaient plus importants pour faire face à la préoccupation des agriculteurs, comme vous l'avez rappelé. Et là, on attend que la Commission propose une nouvelle solution, parce que ce traité prend fin, enfin pas ce traité, cette mesure prend fin en juin 2025. Donc ce n'est pas encore clair. La Commission a dit qu'elle ne voulait pas prolonger ça, qu'elle voulait modifier l'accord d'association. Pour l'instant, il n'y a pas encore de texte sur la table. Donc maintenant, venons-en à la dernière partie sur quelles seraient les conséquences pour la PAC et le cadre financier pluriannuel. C'était important de rappeler l'incertitude. Donc, vous l'avez dit, peut-être que l'Ukraine pourrait adhérer en 2030. Je partage les dates de Lalia Rubio sur cette date, mais quand bien même, en 2030, on serait sur un nouveau cadre financier pluriannuel. Donc, comme vous l'avez dit, en juillet de cette année, la Commission va proposer un nouveau cadre financier pluriannuel qui détermine à la fois le budget de la PAC et aussi un peu les règles d'allocation entre les différents États membres. Donc on ne sait pas, lorsque l'Ukraine adhérera, si elle adhère, quel sera le budget de la PAC, quelle sera la clé de répartition entre les États membres, quelle sera l'allocation, quel sera aussi l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, qui peut prévoir des clauses de sauvegarde et certaines dérogations sur le secteur agricole. Et on ne sait pas quel sera l'état de l'Ukraine d'un point de vue économique et quel sera l'état de son secteur. Donc, cela étant dit, je vais quand même me prêter à l'exercice de donner quelques ordres de grandeur et de quelques éléments de réflexion pour ne pas m'arrêter en disant « il y a trop d'incertitudes, donc on ne peut rien dire ». J'ai différencié deux types de conséquences. Il y a des conséquences qu'on pourrait dire indirectes, et puis sur la PAC, des conséquences plus politiques, et puis des conséquences plus tangibles, plus directes de transfert de fonds et de réforme de la PAC. D'abord sur les conséquences politiques ou les conséquences indirectes. Si l'Ukraine adhérait à l'Union européenne avec sa population de 2021, elle pourrait devenir le 5e pays de l'Union européenne en termes de nombre d'habitants. Donc ça a des conséquences assez importantes lors du vote de Conseil. Donc vous savez que la plupart des décisions au Conseil sont prises à la majorité qualifiée, et donc que cette majorité qualifiée, c'est le nombre d'États membres, mais aussi la taille des États membres. Donc la taille d'un pays a de l'importance, et lorsqu'on est 5e pays de l'Union européenne, on a une voix plus importante au Conseil de l'Union européenne. Ça aurait aussi des impacts sur le nombre de sièges au Parlement européen, qui serait alloués à l'Ukraine, et sur la nomination des commissaires. Donc, d'une part, ça changerait un peu les acteurs autour de la table, et puis ça pourrait changer aussi les règles. Donc, il y a toute cette question d'être prêt à l'élargissement, et donc la France et l'Allemagne avaient commandé un rapport il y a 2 ans sur les réformes qu'il faudrait faire au sein de l'Union européenne pour modifier les règles et pour être prêt pour l'élargissement. Et donc, même si ces modifications ne concernaient pas directement la PAC ou le secteur agricole, en fait, en modifiant un peu les règles du jeu de négociation, on modifie les dynamiques politiques et donc, in fine, les politiques adoptées. Donc ça, c'est pour les conséquences plutôt indirectes. Et pour les conséquences sur la PAC. Donc je ne sais pas à quel point cette politique est familière de tout le monde ici, mais juste pour en redire un mot, elle l'est. Donc je ne dis rien sur la PAC, tout le monde la connaît. C'est juste, c'est 2 mots, c'est pour dire que c'est 25% du budget européen à peu près, ça représente 57 milliards d'euros chaque année, et elle est divisée en 2 fonds. Le FEAGA, qui est le principal, le fonds du pilier 1, qu'a mentionné Lalia, qui concentre 70% du budget, et c'est principalement de l'aide aux revenus des agriculteurs. Donc c'est un paiement qui est donné chaque année aux agriculteurs sur la base de la taille de leur exploitation, des surfaces qu'ils cultivent. Et puis il y a un deuxième pilier, le FEADER, qui est le Fonds européen agricole de développement rural, qui concentre que 30% du budget européen et qui là soutient à des normes différentes, et c'est très différent d'un État à l'autre.
Donc, à cadre constant, ce chiffre a été rappelé en introduction, l'Ukraine pourrait toucher entre 10 et 12 milliards d'euros chaque année. Donc c'est 1/5 du budget de la PAC, c'est énorme. À titre de comparaison, la France reçoit 9,5 milliards d'euros chaque année et c'est le pays qui reçoit le plus d'argent de la PAC. Pourquoi ? Parce que même si les critères ne sont pas très clairs, comme l'a dit Lalia Rubot, ce premier fonds de la PAC, le FEAGA, est distribué entre États membres en fonction de la surface agricole utile des États membres. Donc la France, qui a la plus grande SAU de l'UE pour l'instant, c'est 27-28 millions d'hectares. L'Ukraine, c'est 41 millions d'hectares. Donc on comprend directement pourquoi l'enveloppe reçue par l'Ukraine serait si importante. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs solutions. Soit on augmente le budget de la PAC de 12 milliards d'euros. Mais au vu de l'état des négociations budgétaires actuelles, c'est une option qui semble peu probable. Voilà, on n'a pas beaucoup travaillé sur ça parce que ça semble totalement irréaliste. Si on maintient un budget de la PAC équivalent, alors là, il y a 3 options, je dirais, qui sont elles-mêmes sous-divisées en options. Soit on baisse le budget de la PAC reçu par les 27 États membres actuels, mais alors là, politiquement, ça semble très compliqué, parce que la France accepterait que son budget de la PAC diminue de 20%, c'est quand même peu probable. Ou on baisse le budget de la PAC que devrait recevoir l'Ukraine. Alors là, on peut faire une baisse provisoire via des clauses de transition, mettre en place des phasing de 10 ans, mais ça ne fait que retarder la question budgétaire. Ou alors, on fait une baisse plus pérenne, où on invente des nouvelles règles spécifiques pour l'Ukraine ad hoc, mais alors la question du cadre commun de la PAC peut se poser. Et une dernière solution, c'est on repense la façon dont sont distribués le fonds de la PAC entre les différents États membres. Et alors, on peut simplement changer la clé de répartition. Ce serait plus la SAU, mais par exemple, on pourrait penser que c'est la surface exploitée par les petites exploitations, la surface en bio. Enfin, on peut penser à d'autres clés d'allocation, ce qui n'est pas facile parce qu'il faut que ce soit une clé d'allocation simple et qui puisse être commune aux 27 États membres, voire aux 30 États membres si on s'élargit. Ou alors, on peut penser même une réforme complète de la PAC, où là, je l'ai dit, c'est une politique de soutien aux revenus. On pourrait passer à une politique d'investissement ou à une PAC qui serait plus préallouée, mais alors allouée sur des critères de performance. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Ou alors, là, l'option vers laquelle se dirige la Commission, c'est penser à des plans nationaux. Et donc, on n'aurait peut-être plus une PAC qui serait, pour qui un budget serait prédéfini. Mais voilà, on aurait des enveloppes nationales au sein desquelles il faudrait que chaque État membre négocie sa part agricole. Donc, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de possibles. Voilà. Je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup. Merci. Je vais peut-être passer la parole avant d'ouvrir le débat à nos 2 rapporteurs spécialistes du CFP, Christine Lavarde et Florence Blatrix-Contat. Donc, Christine, si tu veux dire quelque chose, et Florence ensuite. Oui, merci. Dans votre propos à toutes les deux, vous vous êtes placés dans l'idée que l'Ukraine rejoignait, mais peut-être que finalement, dans le cadre du prochain CFP, on sera encore sur une procédure de préadhésion. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les dispositifs actuels au regard de tout ce que vous nous avez dit justement sur la taille du pays, sur le poids du pays dans certaines politiques de cohésion comme la PAC ? Revoir aussi au regard de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et notamment le désengagement des États-Unis qui sont quand même un soutien important de l'Ukraine aujourd'hui. Donc voilà, première série de questions un peu sur les instruments d'aide à la préadhésion. Et un peu toujours dans le même ordre d'idées, il y a une étude, je ne sais pas si vous l'avez vue, enfin une étude du Conseil informel de l'Union de 2023 qui chiffre le montant de fonds européens alloués à l'Ukraine, si jamais elle rentrait, à 27 milliards, donc en gros 27 milliards par an, donc 186 milliards sur 7 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Est-ce qu'il vous paraît fiable, surestimé, sous-estimé? Voilà pour moi. Merci. Sur la question de la PAC, au-delà de la question de l'Ukraine que vous avez évoquée, évidemment, qui est centrale au regard des enjeux et de sa surface agricole, moi je partage tout à fait, en effet, votre avis qu'il faudrait plutôt s'acheminer vers d'autres critères. C'est ce qu'on défend, je crois, depuis longtemps, parce que, en effet, un montant égal, ça semble complexe. Et puis,
il semble difficile d'empiéter sur d'autres politiques qui pourraient être par exemple la politique de cohésion, s'il y avait un fonds global par pays. Concernant les autres pays candidats et plus particulièrement les pays des Balkans occidentaux, de la Moldavie, est-ce que vous avez travaillé sur un impact sur la PAC, même s'il est moindre? Quelles conséquences cela aurait-il? Je vous laisse répondre en partageant le temps et puis après on passe au débat. Inscrivez-vous, chers collègues. Oui. Laissez-moi commencer d'abord avec les célèbres études de conseil de 27 milliards. La première chose à dire, c'est qu'on ne l'a pas vu, cette étude, et personne que je connais l'a vu, en fait. Donc, ça a été fuité à la presse, et même si on a fait des démarches pour connaître l'étude, les paramètres qu'on utilisait, et j'ai parlé avec des collègues de Bruegel et pareil, donc ils n'avaient pas pu avoir accès à cette étude. Entre nous, en parlant avec Sol, par exemple, les collègues de Bruegel, on est arrivé à la conclusion que probablement cette grosse montagne, ça vient de la politique cohésion. Donc, ce qui fait qu'eux, ils sont arrivés à un montant beaucoup plus important que même des collègues comme Bruegel qui ne plafonnaient pas la PAC. C'est parce qu'ils estiment que le prix le coût pour la politique cohésion, ça va être plus important. Et moi, en échange bilatéraux, j'ai compris, mais je ne suis pas sûre, quelqu'un m'a dit que probablement ils n'ont pas appliqué ce plafond que je vous disais de 2,7%. C'est possible qu'ils aient appliqué comme plafond le 4%. Et pourquoi les 4% ? Parce que les 4%, c'était le plafond qu'on appliquait lors du dernier élargissement. Donc, quand il y a eu l'élargissement à l'Europe de l'Est, on appliquait 4% et pas 2,7%. Je n'ai pas fait le calcul, je n'ai pas fait les chiffres, mais c'est possible que si on applique les 4%, donc ça augmente pas mal les coûts de la politique cohésion. Sur l'aide à la préadhésion, effectivement, vous avez tout à fait raison, ça va être, à mon avis, l'enjeu principal pour les prochains cadres financiers pluriannuels. Donc, parce que c'est improbable qu'il y ait un grand élargissement, mais il faut prévoir, il faut décider qu'est-ce qu'on fait pour aider ces pays et qu'on ne les perd pas dans la route vers l'accession. Il y a eu déjà, quand on a fait l'étude, il y avait eu une petite révolution dans ce domaine parce qu'il y a eu les facilités. Donc, ils ont mis en place les facilités, que c'est un peu différent de ce qu'on a, de ce qui existe encore, l'IPA, l'instrument à la préadhésion. Et donc, au sein de la Commission, je pense qu'il y a une réflexion sur comment dessiner, comment faire l'aide à la préadhésion dans les prochains cadres financiers pluriannuels. Peut-être deux choses. La première, c'est que c'est très différent la question ukrainienne que le reste. En fait, l'Ukraine, la facilité pour l'Ukraine, on ne peut pas dire que c'est une facilité d'aide à la préadhésion, c'est bien plus que ça en fait. Donc la partie la plus importante, le pilier A de la facilité pour l'Ukraine, c'est juste une injection d'argent pour maintenir le gouvernement ukrainien fonctionnel en fait. Donc c'est bien sûr, on les conditionne à des réformes, mais ce n'est pas vraiment de l'aide à l'investissement. Ou de l'aide, c'est vraiment parce qu'on a besoin de les soutenir, parce qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de se financer avec ses propres revenus. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Nous, quand on a fait cette étude, on se demandait qu'est-ce qu'on va proposer sur l'avenir ou le futur de cette facilité pour l'Ukraine. C'est difficile parce que c'est très lié à qu'est-ce qui se passe avec la guerre. Normalement, on veut bien penser qu'on aura fini avec la guerre, mais on ne peut pas dire exactement. Donc, dans les meilleurs scénarios, on aura fini avec la guerre et alors on va revenir dans un système beaucoup plus logique, normal de préadhésion. Mais dans ces cas-là aussi, il faut prévoir le grand coût de reconstruction. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces grands coûts, parce que ça va être le grand coût, en fait, la reconstruction, comme aider l'Ukraine à la reconstruction. Et là aussi, il y a beaucoup de questions ouvertes, justement, suite à l'élection de Trump. Parce que jusqu'à maintenant, la présomption qu'on avait en tête, tout le monde en Europe, et à la Commission y compris, c'est que la Commission ou l'Europe va piloter, va gérer, va coordonner l'effort de reconstruction. Mais est-ce qu'on peut continuer à avoir cette présomption en tête quand on a Trump qui fait un accord en bilatéral sur les matériaux rares avec l'Ukraine? Donc, est-ce qu'eux, ils vont se laisser coordonner? Coordonner, ça veut dire que l'aide à la reconstruction est alignée à nos besoins et à nos idées de qu'est-ce qu'il faut que l'Ukraine fasse pour s'approcher à l'Union européenne en termes de réforme, etc. Donc, est-ce qu'on sera capable d'aligner tous les donnants d'aide à la reconstruction à cette vision? Donc là, il y a une grande question. Mais je dirais que dans nos échanges, ça a été clair que ça va être hors du cadre financier pluriannuel. Donc, quoi qu'il se passe, qu'on fasse à niveau européen pour aider la reconstruction de l'Ukraine, est tellement grand le montant qu'il faudra penser quelque chose hors du cadre financier pluriannuel.
Et alors, si on revient sur la question de l'aide classique à la préadhésion, comme je vous disais, on est dans cette espèce de révolution, de décision. On avait ce système plus classique de l'instrument de la préadhésion, que c'était de subvention, qui n'était pas vraiment conditionné de réforme, même si on disait, mais d'une façon très, très légère. Et on a passé un système basé sur les facilités. Alors, on n'a pas encore beaucoup de visibilité parce que quand on a fait l'étude, c'était le début de facilité, donc on ne pouvait pas dire si ça marche, ça ne marche pas. En général, avec les entretiens qu'on a fait, tout le monde était très content et tout le monde nous disait ça c'est plus clair, plus transparent. Voilà, il y a une relation très claire entre réforme et argent qu'on donne. Pour l'anecdote, juste si vous ne le savez pas, le premier bénéficiaire de l'IPA, c'est la Turquie aujourd'hui. Donc, ça ne fait pas beaucoup de sens, en fait. On est en train d'aider beaucoup les pays qui ont décidé déjà, en commun accord, on a décidé qu'ils ne sont pas en train de faire des efforts pour accéder à l'Union européenne. Donc, ce n'était pas du tout bien conçu comme un instrument pour aider ces États à faire des efforts pour s'approcher de l'Union européenne. Mais dans notre étude, on fait quelques propositions pour améliorer la gouvernance de ces facilités. Le plus important à tenir compte, c'est que comme toute cette aide qu'on utilise aussi avec la facilité pour la reprise de les fonds Covid qu'on donne aux États membres, il y a toujours ce danger de la politisation, donc l'argent ne soit pas toujours donné exactement en échange de réformes bien faites, entre guillemets, et qu'il y ait beaucoup de pression politique pour donner l'argent pour d'autres raisons géopolitiques. Et je dirais ça, c'est d'autant plus dans le cas de la préadhésion, en fait, avec tous les enjeux géopolitiques. Donc nous, on fait quelques propositions pour améliorer la transparence de décaissement de l'argent et la capacité à monitorer les décisions prises par la Commission, parce que c'est la Commission qui décide le paiement. Et l'autre question à tenir compte aussi, c'est est-ce que toute l'aide à la préadhésion doit être conditionnée à des réformes faites par les gouvernements centraux? Quand on pense à ces pays, quand on pense les pays du Balkan, regardez la Serbie par exemple, ce qui se passe maintenant, ou même la Géorgie, c'est des pays dont les États, parfois, ils ne font pas les réformes qu'il faudrait faire, mais par contre, la population, elle est pour l'élargissement ou pour l'adhésion. Alors, nous, on disait qu'il y aura peut-être une partie de cette aide qui n'est pas conditionnée à des efforts faits par les gouvernements, parce que ce n'est pas juste, parce qu'en fait, on doit aussi aider ces populations, les sociétés civiles, mais même aussi l'économie, donc tout ce qui est l'aide via la Banque européenne d'investissement ou les banques de promotion publique, peut-être on ne doit pas les conditionner si l'État a passé ou n'a pas passé une réforme justice. Donc on faisait cette proposition de séparer, de laisser une partie de l'aide pas conditionnée. Ouais, avec une partie mineure quand même, parce que sinon, on rompt le pacte de l'Union européenne avec ses fondements. Oui, on Parce laissait... que ces pays où, effectivement, le gouvernement n'est pas forcément aligné avec l'Union européenne, alors que les populations le sont, en général, ils ont un petit souci avec l'état de droit ou simplement la justice, quoi. Oui, mais justement, aider la société civile, c'est une manière de contourner et aussi de tout ce qui est, on disait surtout l'aide qui vient sous forme de garantie à la BI ou à la Banque de promotion publique. On peut être sûr que cette aide, on peut être presque sûr que c'est bien utilisé, qu'il n'est pas... Il n'y a pas de risque de corruption, etc. Donc, ils ont des protocoles pour bien l'utiliser. Donc, pourquoi le conditionner à des réformes de Madame Régnier, vous voulez apporter un plus là, sur les questions de nos rapporteurs? Oui, alors malheureusement, je ne pourrais pas répondre sur les questions concernant les pays des Balkans et Moldavie. Je pense que, Lélia, vous l'avez étudié dans votre étude sur le small bank. Moi, on n'a pas du tout regardé ça, parce qu'en termes de SAU, c'est très faible. Donc, ça n'aura pas grandes conséquences, a priori, comparé aux conséquences que pourrait avoir l'Ukraine. Pour rebondir sur le fait que ça semble peu probable que l'Ukraine adhère dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, il est vrai qu'il y a 2 ans, la question de l'élargissement à l'Ukraine, notamment dans les sphères agricoles, c'était une question qui préoccupait beaucoup. Et dans le cadre du prochain CFP, c'était très présent. Là, dernièrement, dans les conversations que j'ai eues sur le futur CFP, le futur de la PAC, c'est une question qui est totalement absente. On n'en parle plus du tout. Donc voilà, il n'y a pas cette urgence n'est plus ressentie. Et donc, vu que ça va être très compliqué de réformer la PAC, les changements dont je parlais, c'est quand même des changements très structurels. On attendra le dernier moment parce que... Et du coup, là, il ne semble pas que l'Ukraine soit dans les têtes des personnes pour le prochain CFP.
Et pour rebondir sur ce qu'a aussi déjà dit Eulalia, aussi en termes d'instruments d'aide de préadhésion, je pense que c'est important de redonner aussi quelques chiffres. L'instrument d'aide de préadhésion, c'est 14 milliards d'euros sur 7 ans pour 7 pays. La facilité pour l'Ukraine, c'était 50 milliards sur 3 ans pour un seul pays. Alors 35 milliards de prêts et puis 33 milliards de prêts et 17 milliards de subventions, mais quand même en termes d'ordre de grandeur, on voit qu'en effet, l'aide à l'adhésion de l'Ukraine et à la reconstruction, on est dans des ordres de grandeur totalement différents de ce qu'on faisait par le passé avec les autres pays. Et l'appui sur le partenariat oriental, ça a du sens ou pas? L'appui sur le partenariat oriental qui existe entre l'Union et 6 ou 6 pays Donc je ne peux pas vous dire exactement. Je n'ai pas une réponse. Cet outil existe, notamment Oui. pour l'Ukraine. Bien, pour le débat. Alors, j'ai Olivier Hénaud. Et merci, Monsieur le Président. Merci pour vos exposés. Donc, je pense qu'évidemment, il y a la question stratégique. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais de savoir si l'entrée de l'Ukraine dans l'Union facilite la paix, facilite pas la paix. Il y a la question de l'état de droit, la question de la justice, la question aussi des flux financiers, de la corruption, enfin beaucoup de choses qui sont posées. Vous abordez la question financière pour la politique de cohésion ou pour la PAC. Évidemment, ça en a, si la PAC reste au même niveau, ça en a pour les agriculteurs français, nos braves agriculteurs, excusez-moi de les citer ici, mais on les représente aussi. Et ma question est plutôt sur les flux commerciaux. Est-ce que vous avez travaillé cette question? Parce que notamment par rapport à l'accord de 2020, il y a quand même eu quelques conséquences, me semble-t-il, sur les flux commerciaux. Et si l'Ukraine intégrait l'Union européenne, est-ce que ça aurait des conséquences sur les flux commerciaux et donc sur l'afflux de produits agricoles sur le marché européen et donc sur le marché français, qui pourrait là aussi avoir un certain impact en termes économiques et peut-être même malheureusement en termes sociaux? Voilà ma question, je vous remercie. Oui, j'ai l'impression que j'ai sauté cette partie dans ma présentation sur qu'est-ce qui est exporté l'Ukraine à l'Union européenne et quelles étaient les importations. Donc déjà, depuis 2022, il n'y a plus de droit de douane. Donc on est déjà dans un cas de quasi... on n'a plus de droit de douane et pour autant, on n'a pas une mise aux normes totale et avec toutes les contraintes qu'il y a. Donc certains agriculteurs disent on préférerait avoir l'Ukraine dans l'Union européenne qui respecterait toutes les normes européennes plutôt que d'avoir cette compétition alors qu'on ne joue pas forcément à armes égales. Sachant que c'est pour ça que dans l'étude, nous on parle plutôt de... Ça amplifie des dynamiques qui sont déjà en cours parce que, encore une fois, dans l'accord d'association, il y a un accord de libre-échange et le partenariat avec l'Ukraine, c'est en vue d'avoir une zone de libre-échange totale. Donc on est déjà dans cette dynamique adhésion ou pas adhésion. Donc là, pour autant, ça n'invalide pas du tout votre question. Donc 80% des exportations ukrainiennes, 80% des importations européennes en provenance d'Ukraine en matière agricole et alimentaire, c'est principalement des céréales et des oléagineux pour nourrir le bétail. Et donc ça explique aussi le fait que les États qui importent principalement de l'Ukraine, ce sont les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie, qui sont des pays qui sont très dépendants des importations pour nourrir leur cheptel. Ils ont un taux d'auto-approvisionnement de 10%, quand la moyenne au niveau européen, elle est de 36% et elle est encore plus élevée en France. Donc voilà, donc en fait, on est un peu... En fait, la relation à l'Ukraine montre la situation, la tension. On est à la fois très dépendant des importations pour nourrir le cheptel, des importations de protéines végétales, et donc on a besoin de l'Ukraine pour ça. Et en même temps, l'Ukraine est très compétitive et donc présente une compétition assez forte pour les céréaliers en France ou en Pologne. Il y a aussi la question de la volaille, il y a eu la question des betteraves. Donc, bien sûr, ça a des impacts. Maintenant, c'est déjà en cours, c'est plutôt ça. Donc comment on pense, comment on régule ça, comment on accompagne nos agriculteurs, comment on accompagne aussi l'agriculture ukrainienne. Faut pas oublier que aussi pourquoi l'Ukraine s'est mise à exporter beaucoup plus en France. On a mis en place des corridors de solidarité parce qu'elle n'avait plus accès à ces autres marchés. Donc à voir aussi comment ça va évoluer dans les autres années. Jean-Michel Arnaud. Oui, merci Monsieur le Président, merci aux deux personnes qui ont exposé avec précision
le point d'état dans lequel nous nous trouvons. J'aimerais, si vous en avez la gentillesse, que vous fassiez peut-être un focus sur ce que vous considérez comme étant possible en termes de politique d'accompagnement de la remise aux normes, parce qu'on a parlé des flux, on a parlé des aides. Le vrai sujet côté agriculteur de notre pays, dans la relation avec la Pologne, avec l'Ukraine, pardon, comme avec la Pologne, lapsus révélateur, ou même avec parfois des pays frontaliers, je pense à l'Italie, c'est la question des normes. Quel est selon vous, quels sont les instruments, les leviers possibles à mobiliser dans la période d'attente de la fin de conflit, tout ce que vous nous avez expliqué dans le détail, qui nous permettrait voilà, de rassurer ou de remettre à niveau des politiques d'accompagnement, de remise à niveau des normes pour qu'on n'ait pas un marché totalement déstructuré par ces difficultés de normes et finalement que le marché se rééquilibre avec des armes qui ne soient pas les mêmes pour conquérir les différentes parts de marché ou pour maintenir nos parts de marché sur l'Europe de l'Ouest en particulier et la France tout singulièrement. Oui, alors je le disais, les besoins de reconstruction du secteur agricole ukrainien, ils sont estimés à 56 milliards d'euros sur 10 ans. Et donc en fait, il va y avoir beaucoup d'investissements qui vont être nécessaires pour reconstruire. Et il y a ce principe de build back better, donc reconstruire en mieux. Et donc prendre cette opportunité du processus de reconstruction, qui soit reconstruit aux normes européennes, que l'Ukraine soit accompagnée pour se mettre à ces normes-là, sur le modèle du Green Deal. Enfin, il y a des choses qui sont pensées, et donc penser cette reconstruction en parallèle du processus d'adhésion. Donc là, il y a des choses à faire, parce que malheureusement, le secteur agricole ukrainien a été très sévèrement touché, et donc il y a un besoin de reconstruction, il y a un besoin de repenser son secteur agricole, et ça se fait maintenant. Et si l'Union européenne est sérieuse à propos du processus d'élargissement, elle peut avoir un rôle pivot dans cet accompagnement-là, y compris les entreprises françaises qui sont très mobilisées pour tout ce qui est déminage, par exemple. Enfin voilà, au-delà du niveau européen, il y a aussi pas mal de partenariats bilatéraux avec l'Ukraine. Yves-Marie. Oui, merci. Merci d'abord de vos éclaircissements. C'est extrêmement intéressant. Moi, j'en tirerai une première conséquence qui ne va peut-être pas surprendre mes collègues, c'est qu'à budget constant, on aura quand même bien du mal à s'en sortir. Alors, j'ai bien compris que votre étude a été faite dans le cadre du maintien d'1% du PIB des États membres, mais cela rend les choses extrêmement rigides et complexes. Et donc, je pense que l'Union européenne aura beaucoup de difficultés à s'en sortir et à trouver des solutions si elle n'augmente pas ses ressources propres, si elle ne fait pas appel à un emprunt commun pour un certain nombre de choses, et si donc elle n'augmente pas tout simplement globalement son budget. Alors, j'ai bien compris que votre étude n'abordait pas ces questions, mais peut-être avez-vous quelques remarques à nous faire à cet égard. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'Ukraine, les enjeux géopolitiques sont connus, les enjeux de reconstruction, vous les avez mentionnés, ils sont considérables. Et à cet égard, est-ce que vous pensez qu'à court ou moyen terme, il est envisageable d'avoir un deal, excusez l'expression, avec l'Ukraine, en mettant en attente la mise en œuvre des politiques liées à la PAC, en contrepartie d'une aide à l'investissement qui, elle, pourrait justement s'appuyer sur un emprunt commun ou sur des ressources propres, en tout cas sur un budget spécifique dédié de l'Union européenne, dans le cadre du prochain CFP ou dans le cadre du suivant? Oui, peut-être je peux répondre à la première question. Donc, il y a le commissaire au budget, Piotr Serafin, qui a annoncé hier au Parlement qu'ils allaient faire une proposition de nouvelles ressources propres en parallèle de leur proposition législative sur le prochain cadre financier pluriannuel. Il faut savoir que la Commission a déjà mis sur la table toute une série de possibles nouvelles ressources propres et que ça reste bloqué au Conseil, que le processus d'adoption des ressources propres est très lourd puisque ça doit être adopté à l'unanimité puis ratifié par tous les États membres. Donc depuis 1988, il y a une seule nouvelle ressource propre qui a été adoptée en 2021 sur les plastiques. Donc beaucoup de pays partagent ce constat. La France l'a dit dans sa note très clairement qu'il faudrait de nouvelles ressources propres. Le Parlement le demande aussi. La Commission se montre également favorable. Maintenant, jusqu'à présent, c'était bloqué au Conseil. Donc à voir ce que ça donnera. Il y a deux autres solutions. On peut aussi augmenter le pourcentage du revenu national brut qui est allé au budget. La France est plutôt montrée opposée à ça pour le moment.
au vu des contextes budgétaires de nombreux autres pays, il semblerait que les pays frugaux sont historiquement opposés à ça. Et puis sur l'emprunt commun, là aussi, il y a beaucoup de pays qui s'y sont opposés. Il semble y avoir une petite flexibilité, mais pour la défense. Et donc ça ne concernerait pas directement le budget agricole. Donc je pense que le constat est partagé par tout le monde qui, au vu des ambitions de l'Union européenne, il faudrait augmenter le budget. Maintenant, pour l'instant, c'est compliqué. Oui, mais je partage. Sinon, concernant l'histoire d'un deal avec l'Ukraine, j'ai l'impression que là, ça sort un peu de mon domaine de compétences. Cathy Apourceau-Poly. Pardon, Madame Rubio. Non, je voulais juste ajouter quelque chose. Non, mais je voulais juste ajouter sur l'emprunt commun. Ma sensation, c'est aussi que le fait que l'Allemagne s'est mise elle-même à emprunter pour elle, ça complique les choses. Parce que je ne vois pas l'Allemagne prête à prendre les risques qui entraînent l'empreinte, l'endettement qu'elle fait elle-même, et en même temps supporter une partie du risque dans l'Union européenne. Donc ça c'est bon pour un côté, mais c'est mauvais pour l'autre côté. Donc ça, c'est peut-être une chose qui complique les choses en termes de l'emprunt commun. Cathy. Le Président. Moi, c'est plus sur la PAC, parce qu'on voit bien qu'avec l'intégration finalement de l'Ukraine, la PAC, et vous l'avez dit, serait particulièrement affectée. Et si le budget total atteindrait 476 milliards d'euros, les enveloppes des 27 seraient donc réduites de 46 milliards. C'est bien ce que j'ai cru. Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre calcul. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait, avec l'intégration de l'Ukraine, la PAC qui serait particulièrement affectée. Et donc, si le budget total atteindrait 476 milliards d'euros, les enveloppes des 27, finalement, diminueraient automatiquement. C'est les 476 milliards que je ne comprends pas. Eh bien, c'est le budget total de la PAC. Voilà. Et donc, il y aurait forcément les 27 qui perdraient 46 milliards d'euros approximativement, et ceux qui paieraient finalement la note avec moins 18%, c'est la France et l'Espagne, le plus. Les budgets de la France et de l'Espagne seraient bien plus impactés que les autres. On prend, en fait. Ça vient de notre étude, mais parce que dans notre étude, on a pris cette présomption de plafonner le pilier A. Oui. Et donc, les États qui reçoivent plus de pilier A que de pilier O, en termes relatifs, que c'est la France et l'Espagne, perdent plus que les autres. Perdent plus en termes total, en fait. Donc, si on regarde la diminution de l'enveloppe totale PAC, donc eux, ils perdent plus en termes relatifs que des États qui ont plus de pilier 2. Parce que les piliers 2, dans notre modèle, se maintient bien, en fait. Donc, se maintient sans. D'accord. Donc, vous me confirmez bien quand même que, évidemment, la France et l'Espagne perdraient bien plus que les autres. Mais ça, c'est une autre fois, ça dépend de quelle présomption on prend. Et ça, si jamais il y a un plafonnement de pilier A, c'est possible aussi qu'il y ait je ne sais pas, elle peut être plus experte que moi en PAC, mais c'est possible qu'il y ait aussi une redistribution de pilier A, pilier 2 entre les États membres. Donc ça c'est aujourd'hui, selon la distribution qu'on a pilier A, pilier 2 parmi les États membres. En fait, je pense qu'il est important de retenir, c'est que l'allocation de la PAC entre différents États membres, c'est beaucoup de négociations politiques. Donc ça dépend beaucoup d'hypothèses, et donc il n'y a rien de mécanique, il n'y a rien d'automatique. Donc c'est pas parce que l'Ukraine adhère que la France va perdre 18% de son pilier. En fait, c'est l'objet des négociations qui s'ouvrent là en juillet 2025, qui vont durer 2 ans, et sur laquelle la France investit toujours pour défendre son budget de la PAC. Mais enfin, le budget apparemment resterait le même. Donc, forcément, il y aura un impact sur les autres pays. Enfin, on ne peut pas me dire qu'il n'y aurait pas de baisse sur les autres pays si l'enveloppe reste la même. Il est évident qu'il y aura une baisse pour les autres pays si l'enveloppe reste la même. Il faudrait une augmentation de l'enveloppe pour qu'il n'y ait pas de baisse. Mais si l'enveloppe reste la même... Juste politiquement, comme on disait, c'est difficile à imaginer une grande augmentation du budget de la PAC, mais politiquement, c'est aussi difficile à imaginer que des États prennent des coupes différentes, en fait. Donc, c'est possible qu'il y ait une négociation. S'il doit y avoir une réduction des allocations pour les États membres actuels, c'est possible qu'il y ait aussi une négociation de comment répartir le coût, en fait, le fardeau. Dans notre étude, ça sortait que ces États allaient être plus impactés parce qu'ils reçoivent plus de piliers aujourd'hui. Mais c'est inimaginable que dans une négociation politique, certains États acceptent
de payer plus les fardeaux que les autres. Donc ça ferait partie d'une négociation et probablement, si jamais la France perd plus d'un côté, elle va gagner de l'autre côté. Donc c'est toujours une négociation qui met en place différentes choses. J'arrête là parce qu'il y a d'autres collègues, mais j'avais encore des questions, mais c'est pas grave. Non, je veux laisser les autres collègues. Il y a déjà... Non, vas-y, je t'en prie. Oui. Juste une parenthèse, déjà un budget de la PAC constant dans le prochain CFP, c'est déjà une hypothèse forte. Les fuites qui sont sorties, c'est la Commission proposerait une baisse de 15 à 20% du budget de la PAC, sans élargissement à l'Ukraine. Donc dans tous les cas, ces questions que vous soulevez de comment cette baisse va se répartir entre les différents États membres, elles se posent déjà. Les annonces entre l'investissement de défense, avant-hier les investissements sur la recherche et l'accueil des chercheurs. Est-ce que, voilà, on sait même pas aujourd'hui sur ces annonces-là si elles sont intégrées dans le CFP, même si on sait que la France va le prendre sur crédit propre dans un premier temps. Mais est-ce que ce sont des crédits propres qui vont être remboursés par l'Union européenne ? On a plusieurs annonces qui là, nous déconcertent un peu par rapport à l'établissement du CFP qui est annoncé pour le mois de juillet. A priori, sur la recherche, ce serait sur les fonds Horizon qui sont déjà budgétés dans le CFP actuel. Donc pas de fonds nouveaux. Non, bien sûr, mais voilà, pas de fonds nouveaux, donc une annonce. Ouais. Louis. Oui, vous avez évoqué l'impact en termes de droit de vote de l'arrivée de l'Ukraine, qui serait quand même très sensible. Est-ce que vous pensez que c'est politiquement supportable dans l'état actuel, parce qu'on ne bouge rien, ou est-ce que, vous avez vu que le rapport l'État avait déjà fait des propositions au sens d'une redistribution de l'ensemble du système, est-ce que vous pensez que ce serait l'occasion de réformer finalement et quelles sont les chances d'aller dans un sens ou dans un autre? C'est la prospective, hein, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est le rapport que je citais, je ne sais plus son nom, mais il y a 2 ans, un rapport franco-allemand sur les réformes qu'il faudrait faire en interne. Et notamment, si le vote à majorité qualifiée a été étendu pour beaucoup de domaines, il y a encore certaines choses qui sont votées à l'unanimité, notamment le cadre financier pluriannuel, les affaires extérieures, donc justement c'est les questions d'élargissement. Et donc il y avait la question, est-ce qu'on ne devrait pas étendre la majorité qualifiée à ces autres questions-là? Parce que une unanimité à 27 déjà, parfois, les négociations du CFP pour les personnes qui les suivent sont très très compliquées, donc on imagine qu'à 32, 33, c'est quasi impossible. Après, est-ce qu'il y a la volonté politique? Il y avait la volonté politique il y a 2 ans de la part de la France et de l'Allemagne de pousser pour des réformes. Maintenant, est-ce que des plus petits pays accepteront? Parce qu'en fait, la majorité qualifiée, elle bénéficie aux gros pays très peuplés. Donc, est-ce que des plus petits pays, voilà, ils ont un peu peur de voir leur voix s'effacer si on supprimait l'unanimité pour certaines mesures? Effectivement, pour beaucoup de pays, c'est un sine qua non pour l'accession. Hein, donc, il y a des réformes. Et après, est-ce qu'ils sont capables d'entraîner tous les autres pays dans une réforme du traité? Ça requiert aussi une unanimité en soi. Du coup, je pense que si on parle avec beaucoup de dirigeants politiques, ils diront oui, ça sont conditions nécessaires pour accepter une adhésion. Mais après, qu'est-ce qu'on fait si on n'y arrive pas à réformer ça? C'est la question qu'ils vont se poser. Et s'il y a beaucoup de pression géopolitique pour faire entrer ces États, notamment l'Ukraine. Oui, en tout cas, j'espère que la première mouture du CFP présentée normalement en juillet intégrera déjà peut-être cette dimension, en tout cas cette perspective. Mais je rappelle aux collègues que le dernier CFP, je le sais pour avoir été le rapporteur à la Commission des finances sur ces questions-là, il a mis 2 ans après sa première mouture proposée par la Commission, donc avant d'être finalement avalisé et n'avait plus rien à voir avec la première présentation de la Commission. Donc je pense qu'on est reparti probablement dans le même état d'esprit. Et avec des modifications en cours en plus. Mais pas sur la première présentation, je pense. Non, justement, mais ils ont dû changer la copie suite à la copie. Elle s'est vraiment changée. Je pense qu'elle s'est plutôt stabilisée avec la crise du Covid. J'ai ce sentiment
Ils ont rajouté le plan de Next Generation EU, donc ça a permis de libérer les esprits et puis de toper. Renflouer un peu le deuxième pilier de la PAC, notamment. Tout à fait. D'autres remarques, d'autres interventions? Pas spécialement. Oui. L'infographie, c'est en français, l'étude est en anglais. L'étude pour le Parlement européen, ça existe qu'en anglais. Ouais. Avant, ils les traduisaient, mais maintenant, ils font des coupes budgétaires aussi, au Parlement européen. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Nous serons à l'heure aux questions d'actualité. Merci.